Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Stéphane Glacier. Bonjour Philippe. Stéphane. Donc Stéphane, pâtissier, donc tu es à Colombes, en région parisienne. Grand pâtissier, meilleur ouvrier de France. On t'a déjà reçu, on te connaît. C'est une valeur sûre. Toujours un plaisir de vous visiter. Et moi, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Donc nous allons faire, nous abordons une thématique cake. Donc c'est une autre recette qu'on va faire là maintenant. C'est le cake dulce. Voilà, donc c'est une thématique qu'on a traitée dans un des ouvrages. L'idée de cette thématique, c'était de diversifier un petit peu les saveurs et les aromatisations du cake, puisqu'on connaît tous le cake à l'orange, le cake citron, le cake chocolat. Et là, on s'était amusé en fait à diversifier cette pâte à cake avec soit des ingrédients un petit peu innovants, soit comme on l'a fait dans l'autre recette, en reprenant une idée d'une pâtisserie classique, la Forêt Noire. Là, on a utilisé un chocolat un peu à la mode et un peu tendance, qui est le chocolat dulce de chez Valrhona. C'est ça. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il se présente comme ceci. Et vous retrouverez la recette sur le livre que tu viens d'évoquer. Donc, le livre Tarte et gâteaux de voyage, pâtisserie boulangère. Voilà. Qui Donc est... ça, l'idée, c'est de proposer des recettes, comme l'a très bien dit un ami, Franck Desperriers, qui a préfacé ce livre, en vous proposant des recettes qui sortent du four et pas du congélateur ou du frigo. En pâtisserie, on a beaucoup de recettes qui ont des temps de pause, congélateur, frigo. Là, l'idée de ce livre, c'est beaucoup de cakes, de tartes, de gâteaux de voyage, de goûters, de moelleux, où on cuit et puis c'est prêt à consommer, quoi. Voilà. D'accord. Alors le cake dulce, on est sur une pâte à cake chez nous qui est assez traditionnelle. Donc on va partir sur les ingrédients que vous avez ici devant moi. Le beurre, le sucre, la poudre d'amande, les œufs, le lait, la farine, la poudre à lever, le beurre chimique et donc le fameux chocolat dulce. Chocolat qu'on a mis au congélateur. Vous le mettez 1 heure ou 2 au frigo, 10 minutes au congèle, de façon à être capable de le mixer froid pour vraiment qu'il vous fasse des pépites de chocolat et pas qu'il commence à fondre ou à former une pâte, quoi. Voilà. Donc on va le mixer dans un petit mixeur ménager. Voilà. On va vouloir un esprit drop de chocolat granulé un peu. Donc c'est pour ça qu'à côté on a préparé un petit tamis où on va enlever la poudre qui sera faite lors du mixage et on va garder que les grains de chocolat. Les grains. Ouais. Encore un tout petit peu. Donc ça va assez vite. On va juste montrer le rendu à la caméra. Voilà, on tamise, on garde que les grains. Donc sur la recette, vous avez un certain poids, vous aurez un certain poids. Vous augmentez ce poids de 10%. 10%, ça va correspondre à la quantité de poudre qui va passer à travers le tamis et que l'on ne va pas utiliser. Oui, des perditions en fait. Voilà. Et je peux m'en servir pour quoi de cette poudre? Ça, on peut repasser ça dans des crèmes chocolat, des ganaches. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment récupérer c'est parfait. tous ces grains comme ceci. Alors, je vais faire un commentaire un peu désobligeant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens, à ma grande surprise, qui utilisent ce qu'on appelle des drops chocolat. Quand vous achetez des viennoiseries chez le boulanger au chocolat, c'est souvent des drops chocolat. Le drop chocolat, c'est une couverture qui est assez basse en qualité et qui n'a pas forcément un goût extraordinaire. Donc moi, je n'utilise pas du tout ces drops chocolat, mais je fais mes propres drops avec le chocolat que j'ai choisi. Alors ça peut être un chocolat Valrhona, un autre chocolat, lait, noir, dulce. Et avec cette méthode de refroidir le chocolat et le mixer, vous faites vos propres drops, mais avec la qualité de chocolat que vous avez choisi, quoi. Une autre chose auquel je suis très attentif dans mes boutiques de pâtisserie, c'est qu'une personne qui achète un pain au chocolat, un cake au chocolat, un financier au chocolat, une madeleine au chocolat, a le droit à la même qualité de chocolat que la personne qui achète un beau gâteau d'anniversaire ou un gâteau un peu plus sophistiqué. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. C'est que c'est pas parce qu'on fait un gâteau moelleux au chocolat qu'il faut baisser la qualité du chocolat, bien au contraire. Tous les consommateurs qui rentrent dans notre boutique doivent avoir accès au même chocolat, quel que soit le produit qu'ils achètent. Alors tu me reprends si je me trompe, mais est-ce que le drop n'a pas une faculté de moins fondre? Si, ça a une faculté à plus rester en forme. Oui.
Mais je dirais que moi, ça, c'est pas le premier de mes soucis. Après, quoi. d'un point de vue gustatif, Ouais, c'est je rien à préfère voir, que c'est sûr. la goutte de chocolat ou la brisure se soit un peu déformée et soit plus forcément identifiable, mais qu'au niveau du goût, ça soit beaucoup mieux. L'idée générale de la vision de mon métier, moi, c'est que les clients rentrent pour la première fois dans la boutique parce que c'est appétissant, ça a l'air bon, c'est beau. Alors beau, c'est subjectif, hein. Mais ils ne reviennent que si c'est bon, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr. Alors, le beurre, le sucre. Donc beurre, température ambiante, Ouais, le le sucre. beurre, il est pesé depuis 1 heure à température ambiante. Il est malléable, vous voyez, ni dur ni mou, malléable. Le sucre, c'est du sucre en poudre, cristal, la poudre d'amande blanche. Je pourrais mettre une poudre de noisette pour Voilà. améliorer un petit peu la... Voilà. Enfin, pour modifier un peu la recette. Donc là, vous avez toujours cette ossature de recette là, sur les cakes. Beurre, sucre, poudre d'amande, farine, levure chimique, les œufs, le lait. Après, vous pouvez jouer, vous pouvez mettre du sucre roux. Vous pouvez mettre une poudre de noisette, une poudre d'amande torréfiée, une poudre d'amande avec la peau, une poudre 70% de poudre d'amande, 30% de poudre de pistache. Après, Ouais, voilà, on peut varier, changer un peu les saveurs. C'est ça. Hop là. Tac. Donc là, on crème beurre, sucre, poudre d'amande. Pendant que ça crème, on tamise la farine avec la poudre à lever. Donc la poudre à lever, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits sachets roses qu'on trouve dans le commerce traditionnel. Ou alors on appelle également baking powder. Baking powder, C'est le nom levure anglais. chimique, Voilà, la levure chimique. Alors baking powder, c'est le nom anglais, mais c'est aussi une marque, hein. Ah d'accord. Ouais. Donc là, vous crémez beurre, sucre, poudre d'amande. Une fois que c'est crémé, on ajoute les ingrédients liquides qui sont les œufs et le lait. Le lait, il est là pour son côté aqueux, c'est-à-dire que c'est l'eau qui nous intéresse, l'humidité. Cette eau, cette humidité va aider et favoriser le travail de la levure pour développer le cake, favoriser le développement. Donc ça pourrait être de l'eau, ça pourrait être un jus de fruits, pas trop acide. Ça pourrait être un lait d'amande, un lait de coco. Ouais. D'accord. Donc je veux faire un cake à l'orange. J'élimine mon chocolat. Je remplace mon lait par du jus d'orange. Ça. Et je peux rajouter des zestes Ouais, d'orange des zestes, confit. ouais. D'accord. En fait, si vous prenez la recette qu'on va vous donner, si vous prenez beurre, sucre, poudre d'amande, œuf, lait, farine, levure chimique, vous avez les ingrédients pour faire tous les cakes. Après, c'est que de l'aromatisation. D'accord. Donc les ingrédients sont tous à température ambiante, autant les œufs que le lait, qu'il n'y ait pas de produit très froid qui au contact du beurre va faire figer le beurre en Voilà. fait. Hein. Donc là, vous avez un mélange qui est toujours un peu compliqué, hein. C'est le beurre avec les œufs et le lait parce que c'est eau et beurre. Donc là, on mélange. On va bien racler, corner pour gratter le beurre qui souvent reste collé au fond. On va remélanger et dès qu'on voit que le mélange ne s'améliore plus trop, on ajoute la farine avec la levure chimique. D'accord. Et ça va nous lisser et nous lier tout ça. En fait. Hop là. Donc recette facile à faire. Si on n'a pas de batteur, on peut la faire à la main, à la spatule. Avec une spatule, ouais. Il faut avoir un four, ça c'est obligatoire. Donc pour le four, on vous en parlera après. On va être sur une chaleur tournante aux alentours de 150 degrés. Alors ce qui est facile aujourd'hui, c'est que moi je fais des recettes de pâtisserie pour des pour des livres ou des choses comme ça depuis plus de 20 ans. Il y a 20 ans, les fours ménagers, c'était un peu compliqué pour certaines choses.
Faire de la pâte à choux, des macarons dans un four ménager, c'était un peu risqué. Aujourd'hui, les qualités de four ont beaucoup évolué et on arrive à sortir quasiment les mêmes produits dans des fours ménagers que dans nos fours professionnels, quoi. Cependant, attention, la cuisson peut varier d'un four à l'autre, d'une marque à l'autre. Alors, Il faut vraiment s'adapter un petit peu. Il ne faut pas suivre la fiche technique à la lettre. Des fois, il faut réduire ou prolonger les temps de cuisson. Donc là, mon mélange était à peu près lisse. J'incorpore ma farine avec ma levure chimique. Je lisse bien la pâte sans chercher à la faire monter, mais qu'elle soit bien homogène, bien lisse. On n'a pas le battre pour Je vais aller débarrasser. chercher. Voilà. Et quand c'est bien crémeux, bien lisse comme ceci, on va ajouter notre chocolat doucet. Ensuite, le principe de mes cakes, c'est qu'on va on fait la pâte la veille. C'est-à-dire que là, on fait la pâte, on la met 24 heures ou 12 heures, au moins la nuit, au réfrigérateur. Le lendemain, on la retravaille un petit peu, on la met dans les moules, on la met au four. Si vous êtes pressé, vous pouvez remplacer les 12 heures de réfrigérateur par 1 heure de congélateur. Mais dans l'absolu, le plus sûr, c'est de bien laisser la pâte au frigo toute la nuit. Mais dans le cas du congélateur, on n'oublie pas. C'est une heure. Il ne faut pas que la pâte congèle, il faut qu'elle refroidisse. En fait, le but recherché, c'est d'avoir une pâte froide et ferme. C'est ça. Voilà. Hop, on est bon là. Donc la pâte est prête. Donc on pourrait la faire refroidir dans la cuve. Alors si vous voulez, vous enlevez la feuille, vous grattez les bords, vous cornez Ouais. les bords, vous mettez un film, vous mettez ça la nuit au frigo, ça marche. Si vous n'avez pas besoin de la cuve. Sinon, vous pouvez aussi débarrasser dans un récipient type saladier cul de poule. Et l'autre méthode, celle qu'on va appliquer, surtout quand on fait des grosses masses, là c'est une toute petite masse, c'est de stocker ça dans des bacs plus plats pour qu'il y ait moins épais, de façon à ce que ça refroidisse plus vite à cœur. Plus vous allez amasser une grosse masse dans un récipient profond comme ceci, plus ça va prendre de temps à refroidir à cœur. Là, le fait de l'étaler un peu, vous refroidissez pas vite. Ça, pour ceux qui me suivent régulièrement, ils ont l'habitude. On refroidit toujours les préparations dans ce genre de bac pour un gain de temps, bien sûr. Voilà, on l'étale bien. On filme. Et au froid. Voilà, notre pâte donc est au frais. Maintenant, on va faire un sirop. Voilà. Un sirop d'imbibage. Un sirop d'imbibage. Donc moi j'ai pour habitude, pour la plupart des cakes, de les plonger, de les immerger dans un sirop, ce qui va apporter moelleux, parfois saveur selon ce qu'on met dans le sirop, et puis conservation. Alors que nous, pâtissiers, on cherche aussi à conserver les produits un petit peu plus longtemps. Donc l'imbibage, ça va faire une concentration d'humidité et de moelleux, et ça va éviter que le cake ressèche trop vite. D'accord. Voilà. La base de sirop d'imbibage, alors selon les recettes, il peut y avoir de la gousse de vanille, des arômes, du zeste, des alcools. Ici, sur le chocolat doucé, on va rester assez neutre pour pouvoir garder le goût du chocolat doucé. Donc on va juste faire un sirop nature qui va être composé d'une base de sirop à 30. Le sirop à 30, c'est un sirop à 30 degrés baumé. La recette de base, c'est 1 kg d'eau et 1350 g de sucre pour atteindre une certaine densité. Et à ce sirop à 30, qui est notre sirop de base de bonne conservation, on va ajouter de l'eau pour le désucrer et lui baisser sa densité pour que le sirop pénètre bien le cake. On a aussi pour habitude d'imbiber des cakes chauds dans un sirop froid. D'accord ? Donc là, on va juste faire le sirop à 30 de base. Donc on a divisé la recette par 4. On part sur un quart de litre d'eau, donc 250 g d'eau. Et donc 1 kg 350 de sucre divisé par 4. Ça nous fait un certain poids que je n'ai plus en tête, qu'on met dans l'eau.
Voilà. On donne juste un bouillon et votre sirop de base sera réalisé. Donc nous par exemple dans les ateliers pâtisserie, on a nos seaux de sirop à 30 de base. Selon les recettes qu'on a à faire, on a un poids de sirop qu'on vient mélanger avec de l'eau, de l'alcool, une gousse de vanille, etc. Mais la base est déjà prête, quoi. Donc le là, sirop est prêt quand le sucre est fondu. Quand ça bout. L'ébullition. Quand ça bout. Voilà. Voilà, une ébullition. Après, ça, c'est le poids d'eau, non? Il y a Oui. trop là. Non. Voilà, ça bout. On pèse le poids de sirop à 30. On ajoute l'eau qui est prévue dans la recette. On réserve ça, ça refroidit. Et quand notre cake est cuit, encore chaud, on l'immerge complètement dans le sirop. Alors tu l'immerges, c'est juste je trempe, je Ouais, ressors. je le prends, je le plonge dedans, j'attends 3-4 secondes et je D'accord. ressors. Alors vous verrez, on vous montrera, quand on sort les cakes du four, on les laisse poser 15 minutes environ pour pouvoir les démouler sans les casser, sans se brûler aussi. Mhm. Et puis si vous mettiez le cake vraiment trop chaud dans le sirop, il aurait peut-être tendance à éclater, quoi. Donc là on prépare le sirop et juste après on va préparer les moules en les graissant pour qu'ils soient prêts à recevoir la pâte. Donc les petits moules à cake, qui sont des moules pour cake de voyage bien sûr, 29 cm de long par 4,5 de section. Donc on va bien sûr mettre un beurre manié comme tu le dis, pour le démoulage. On va expliquer. Donc l'ébullition approche. Voilà, 450 grammes donc. Et donc ce sirop qu'on peut désucrer donc de suite avec 300 grammes d'eau qu'on rajoute tout simplement. Hop, et rien d'autre. Et là on le laisse donc. On mélange, on réserve sur le côté. Et donc je répète, cake chaud, sirop froid. Si vous faites l'inverse, parfois on pose la question d'avoir un cake qui a refroidi et pour inverser la courbe, mettre le sirop chaud. Vous avez tendance à détremper l'extérieur du cake, mais le sirop rentre mal à l'intérieur. D'accord. Donc on poursuit tout de suite avec le beurre manié. Le beurre manié, donc historiquement, on prenait du beurre pommade, on beurrait. Souvent, c'était dans les ateliers pâtisserie, c'était même pas du beurre. Il y a très longtemps, c'était souvent d'autres matières grasses. On beurrait, ensuite on remplissait les moules de farine, on tapait pour avoir que la pellicule de farine, on en mettait partout. Nous, on a essayé de trouver une solution pour travailler plus intelligemment et proprement. On va ramollir un tout petit peu le beurre pour faire vraiment un beurre pommade. On lui incorpore un certain poids de farine, on vous donnera les proportions. Donc le mélange à froid, beurre et farine, c'est ce qu'on appelle beurre manié. Et quand c'est à chaud, beurre et farine, on appelle ça un roux. D'accord? Vous avez plein de sauces de cuisine qui sont liées avec des roux ou des beurres maniés. Ou des beurres maniés, ouais. Donc là, ça permet d'appliquer le beurre et la farine en une fois, c'est plus propre, quoi. Et ça peut être appliqué pour toutes les recettes, type génoise, etc. C'est pas uniquement pour notre cake d'aujourd'hui. Voilà. Beurre lisse, farine. On insiste dans les angles, vous voyez, dans les coins. Si ça colle, c'est souvent dans les coins. Attention au poil de pinceau.
Voilà. Parfait. Et les moules sont prêts à recevoir la pâte à cake. Bien, notre pâte à cake a donc bien refroidi. Voilà. Donc la masse à cake douchée avec le chocolat douché Valrhona là. Hop. On met dans le batteur. On va juste lui redonner un petit coup de feuille au batteur pour la rendre malléable. Et ensuite, on va garnir nos moules qui ont été préalablement beurrés avec le beurre manié. Donc le but du jeu là, c'est de cuire une masse à cake bien ferme et bien froide. On a la balance. Alors, on va peser donc la pâte, la masse à cake qu'on va mettre dans chaque moule. Voilà. Comme tout bon pâtissier, tu veux faire des produits toujours identiques dans ta boutique. Oui, donc Donc c'est tu utilises important, toujours voilà, une balance. c'est important de peser pour que les cakes soient de taille identique. Et puis en plus de ça, on a l'obligation, comme c'est des produits qu'on vend emballés, d'annoncer le poids et d'étiqueter Ah oui. les produits. Donc il faut être Ça, bien c'est sûr que important, c'est conforme, ça soit conforme. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà expliqué par le passé, la réussite d'un cake, ça passe par le taux de garnissage du moule. En général, on dit qu'il ne faut pas être à plus de 2/3 du volume du moule, de façon à laisser la place à la masse de développer correctement. Donc la poche à douille s'andouille. Ouverture assez large. large. Ouais. Donc, plus la masse est ferme, plus vous pouvez couper gros comme ça, c'est pas grave. Là, c'est des petits moules à petite contenance, donc on va s'arrêter à 340 grammes. Hop. Voilà, et là, directement au four. Alors, on ne l'a pas spécifié avec Philippe, mais vous êtes des habitués. En pâtisserie, on travaille toujours sur un four préchauffé. Hein. Oui. Donc, on a préchauffé le four à 150, chaleur tournante. On va cuire à peu près à mi-hauteur du four. Et en positionnant les moules Dans le sens de dans la le longueur sens plutôt. Oui. du vent en fait, de la ventilation. Alors pour ce type de moule, on est sur une masse de 350 grammes par moule. Voilà. Alors là, sur les cakes doucés, on va rien mettre. Parfois, selon les parfums, on parsème des amandes bâtonnées, des amandes effilées, des noisettes concassées. Ça dépend ce qu'on veut. D'accord. Voilà. Très bien. On peut mettre au four. On va compter entre 50 et 60 minutes de cuisson à 150 degrés. Comme tous les fours fonctionnent différemment, hein, par exemple, nous, on a plusieurs fours de la même marque, il n'y en a pas un qui chauffe pareil. Donc, au bout de 40 minutes, on va regarder la cuisson et si on voit que ça a tendance à colorer un peu fort, on peut parfois baisser un petit peu. D'accord. Ok. Donc Stéphane, étape suivante, là on va procéder à la préparation de la décoration du cake. Voilà, donc là pour le cake douché, on est resté sur un ton de chocolat blanc. On va faire fondre de la couverture de chocolat au micro-ondes environ à 38 degrés, 40. Et dedans, on va réincorporer de la couverture chocolat, la même, qu'on va hacher très fin, qu'on va ajouter dans la couverture fondue de façon à tempérer cette couverture pour qu'elle soit prête pour réaliser d'accord. On appelle ça un tempérage par ensemencement. Voilà. Alors attention, alors pour moi le meilleur moyen de faire fondre du chocolat c'est le micro-ondes.
Ceci dit, il faut faire attention de ne pas le brûler. Évitez d'utiliser votre micro-ondes à puissance maximale. Utilisez-la plutôt à 70% de la puissance. Et quand on fait fondre du chocolat, on ne met jamais 3-4 minutes. On met 1 minute, fondu ou pas fondu, on mélange. On remet 1 minute, fondu ou pas fondu, on mélange de façon à bien fondre le chocolat partout pareil, de manière régulière. Parce que si vous surchauffiez un endroit du chocolat, il aurait tendance à brûler. Okay. Et ça va vite, ça brûle vite. Ça va très vite. Et après, il est fichu. Il n'y a plus qu'à recommencer. Donc là, on va prendre cette partie de chocolat. On va le hacher. On va hacher bien fin. Le but, c'est de refroidir la première partie du chocolat, mais sans avoir de grains à la fin. Donc, plus votre chocolat d'ensemencement va être fin, mieux ça sera. Vous voyez là ce que Philippe est en train de faire. Même si le chocolat n'est pas bien fondu, on mélange quand même. C'est important, on mélange quand même. Voilà. On remet 1 minute. La fonte est amorcée et je remets à fondre. Là, tu lâches quand même assez fin. Ouais, bien fin. Ouais. Il faut que la chaleur du chocolat qui est dans le four micro-ondes suffit à faire fondre les éclats là. Ouais. Voilà. Voilà, donc là, hop, on ressort le chocolat. Donc là, vous voyez, le chocolat est fondu. Par ici. Voilà. On voit quelques petits grains à peine. Donc là, il est à quelle température? Là, il est à 40. Soyons précis. Ouais, 42. Pour nos internautes, on est à 43. Hein? C'est un bon doigt thermomètre. Ouais, il est habitué. Voilà, on va pouvoir mettre tout le chocolat dedans là. Alors, ce qui est conseillé quand vous faites cette méthode de réensemencement là, c'est, vous voyez, vous mettez le chocolat dedans, comme ceci. Ouais, et sans trop mélanger, vous laissez 30 secondes, 1 minute pour que le chocolat que vous avez ajouté fonde tout seul. Voilà. Souvent, quand vous avez tendance à brasser trop vite, vous avez tendance à incorporer de l'air dedans. Et le chocolat froid ne fait pas son boulot de descente de température. En fait. J'aimerais qu'on change de récipient, qu'on passe dans un récipient froid. Hop. On change de récipient, ça va aider la baisse de température parce que le verre du saladier là, ça reste assez chaud longtemps. Oui, ça emmagasine pas mal la chaleur du four. Ouais. Alors, le fait qu'on mette dans un récipient métallique qui lui est plus frais, ouais. Plus frais, c'est pas gênant. Hein. Non, non, au contraire. Et là, vous mélangez jusqu'à la fonte complète des petits morceaux qu'on a ajoutés. Et si sur la fin, vous n'arrivez pas à fondre,
On est à 30,7. On peut s'aider d'un petit mixeur. D'accord. Ouais. S'il faut, j'ai ça à disposition. Ouais, on va le prendre. Je sais pas si on voit bien, vous voyez, il y a encore pas mal de petits morceaux de chocolat. Et c'est ces petits morceaux de chocolat qui vont finir la descente en fait. D'accord. La température idéale d'utilisation, c'est quoi? 28. 28. Donc on n'est pas loin quand même. Hein. Ouais, on n'est pas loin. Une fois que tous les éclats seront fondus, on y sera. 29, 30 degrés là. Voilà, on met un petit coup de mixeur. On incline le bol pour pas faire trop d'air. Voilà. On entend les petits grains se concasser, s'éclater. Et c'est là qu'on va récupérer le froid du chocolat solide. Tu vois, on voit à la viscosité, Ouais. Philippe, que ça vient. Là. Hop. Donc on laisse bien immerger la cloche du mixeur pour pas faire de remous et d'incorporation d'air. Pas trop d'air. Quand vous mixez du chocolat qui est en train de refroidir comme ça, si vous incorporez trop d'air, ça le fait épaissir. Ça va être bon là. On est à 30 degrés. Tu reprends la température. 29, non 30. Donc Comme là, ça si, stabilise. voilà. Là si vous êtes à 29 par exemple comme on est ici là, mais soit vous rajoutez quelques éclats de chocolat, soit vous avez 5 minutes devant vous, vous le laissez descendre tout seul. D'accord. Vous pouvez aussi le rechanger de récipient, ça suffit à le faire chuter. Des On fois. peut tremper le bol dans de l'eau. Ouais, c'est pas ce tempérée. que je préfère, mais ça peut marcher. Ouais. Faut pas mettre d'eau dedans quoi. Non. Ouais, l'ennemi numéro 1 du chocolat, c'est l'humidité, donc il faut faire attention. Voilà, 28,5. Ouais, bon. Hop. On le sent, tu vois, on sent que ça commence à cristalliser. Oui, c'est les parois, c'est les bords. bords. Et on voit la texture qu'il est plus épais. Quoi. Ouais. Alors, on va reprendre une petite corne. Voilà, petit test à faire, habitué ou non habitué du travail du chocolat. Vous prenez un petit peu de chocolat comme ça et vous le mettez sur un morceau de plastique, de papier. Surtout pas de métal parce que le métal c'est froid donc ça fausserait un peu le test. Et dans les 2 minutes, il faut que le chocolat est cristallisé, c'est-à-dire ne colle plus au doigt en étant régulier. Il ne faut pas qu'il y ait des parties molles, des parties plus dures, hein, assez régulier. Et une fois que vous êtes sûr du test, vous commencez à travailler. D'accord. Okay. Car attention, quand vous achetez du chocolat et que vous le conservez à la maison, bien filmer les emballages. Le chocolat ne doit jamais être en contact avec l'air parce que le chocolat craint l'humidité et un chocolat mal conservé peut rester épais malgré la fonte. À la maison, par exemple, quand vous utilisez du chocolat mais vous ne l'utilisez pas fréquemment, il faut bien le stocker, bien le protéger, d'accord. Et bien sûr, on fait le test sur la corne, mais il faut que la température ambiante de la pièce soit... ouais, l'idéal c'est 20 chaud. quoi. 20 degrés, on est bien. Alors, contrairement aux idées reçues, il ne faut pas non plus que la pièce soit trop froide. Hein, des fois, on rentre dans des laboratoires où il fait froid. Le chocolat, c'est aussi difficile à travailler s'il fait trop froid que s'il fait trop chaud. Quoi. Ça épaissit trop vite, ça cristallise trop vite. Là, tu vois, on voit que le test commence à prendre là. Donc, pour les copeaux, on coule du chocolat sur le plan de travail. Donc là, on est sur un plan de travail en granit ou en marbre. Hein. Oui. Pas d'inox. Sur l'inox, la table va chauffer trop vite, ça ne marchera pas. Voilà, on l'étale assez fin, c'est-à-dire qu'on doit presque voir le plan de travail à travers le chocolat. Et là,
en étalant, en exagérant un petit peu comme je suis en train de faire, on fait ce qu'on appelle amorcer la cristallisation. C'est-à-dire que là, je finis de le tabler en fait. D'accord. Et on voit qu'on commence à voir mes coups de palette. On perd la brillance. Voilà, il devient un petit peu plus mat. Et on voit qu'il s'étale plus, il commence à figer, quoi. Ça s'appelle amorcer la cristallisation. Parce que si vous contentiez seulement de l'étaler, il faudrait attendre 5-6 minutes après pour qu'il ait fini de figer. Alors que là, vous voyez, il est déjà figé, presque plus au doigt. Okay. Une fois qu'on a ça, on prend un triangle. On prédécoupe. On attend que le chocolat fige à la bonne texture. Et avec le triangle, on va donner des petits coups vifs comme ceci. Ouais, des petits coups vifs comme ceci, de façon à faire rouler le chocolat. D'accord. Donc là, il est encore trop souple. On va attendre. Alors, c'est pas difficile. C'est juste qu'il faut bien prendre le chocolat à la bonne température. Il faut trouver le bon moment. Voilà. Alors, sur le chocolat blanc, ça prend plus longtemps parce que c'est une matière moins dure que du chocolat noir. Donc le temps de prise est un petit peu plus long en fait. Vous voyez, quand il a la bonne texture, il s'enroule tout seul. Vous voyez ? Et là, il ne faut pas traîner, il faut faire toute la. Oui, alors là, sur du chocolat blanc, on a quand même du temps. Hein. D'accord. On fera des chocolats noirs. Ouais. On verra que le laps de temps est plus court parce que le chocolat noir, ça devient dur plus vite. D'accord. Le chocolat blanc, ça reste quand même tendre. Là, dans la pièce, il ne fait pas spécialement froid. Donc, il n'y a pas de panique, quoi. Et voilà. Une fois qu'ils sont faits comme ça, on a préparé une plaque avec une feuille. On les ramasse assez délicatement. S'il fait frais dans la pièce, vous les laissez finir de cristalliser à température ambiante. S'il fait un petit peu chaud, vous pouvez les passer un quart d'heure au frigo, c'est ce qu'on va faire. Et après, on les utilisera pour la finition du cake. Parfait. Hop, résultat à la caméra. Ouais, pas très compliqué, vous verrez que sur le cake, ça donne un bel effet, quoi. Voilà, donc là, le temps de cuisson des cakes dulcés sont écoulés. Hop, on les sort du four. Attention. Voilà. On prend un petit couteau, on plonge le couteau dans le cake pendant 10 secondes. Ouais, la plupart des gens plantent le couteau, le ressortent, le test est faussé. Ouais, il faut vraiment que la lame du couteau ait le temps de chauffer. D'accord. Ouais, 10 secondes, 20 secondes. On sort. Si c'est propre, le cake est cuit. Si vous avez de la croche, de la matière, le cake n'est pas cuit. D'accord. Là, on voit aussi qu'à la texture et à la couleur, c'est cuit. Oui. Voilà. Donc là, on va les laisser tiédir. On les laisse refroidir 10 minutes, 10 bonnes minutes pour que la chair du cake se raffermisse un peu, se reprenne. Ensuite, on les démoule et on les trempe. D'accord. Ok. Bien, donc nos cakes dulce ont refroidi, enfin, Voilà. on tiédit. On tiédit. Ils ne sont pas froids, ils sont tièdes. On les prend délicatement. Bon, c'est fragile quand même. Hein. Oui. C'est pour ça qu'il faut attendre un petit peu à la sortie du four. Hop. Ensuite, on verse le sirop. Donc là, on est sur un sirop neutre. C'est juste du sirop à 30 et de l'eau, vous vous rappelez. Voilà. Dans une forme adéquate. Voilà. Et on lui donne un bain. Alors, on insiste un peu sur la croûte supérieure, qui est la partie qui a plus de mal à boire. Et on les pose. On les laisse égoutter. Alors après,
Vous pouvez les laisser refroidir, les décorer, les servir. Vous pouvez les laisser refroidir, les mettre au frigo, les décorer le lendemain, les servir. Vous pouvez les laisser comme ceci, les mettre au congélateur, le lendemain les filmer pour les protéger, puis les sortir dans 15 jours, 3 semaines si vous avez un goûter. D'accord. Voilà. Donc c'est un produit qui se conserve super bien, quoi. Là, on peut en rajouter. Attends, Voilà. on va mettre juste un petit peu dans la caméra. Ce qu'on voit bien, vous voyez aussi, c'est de forcer l'imbibage comme ça. Alors j'allais vous dire, c'est jamais trop imbibé. C'est faux, faut pas exagérer. Nous, on a parfois eu des remarques clients comme quoi nos cakes étaient trop moelleux. Les gens aussi, dans le cake, aiment cette texture un peu gâteau, quoi. Ouais, Faut ouais. pas non plus aller sur quelque chose de trop mouillé, quoi. Hein. Mais ça supporte quand même l'imbibage, quoi. D'accord. Voilà, donc là, nos cakes sont imbibés, froids. Hein, important qu'ils soient froids puisqu'on va leur mettre des copeaux de chocolat blanc dessus. Donc si c'est chaud, le chocolat, ça fond. Voilà. Ici, on va napper. Alors le nappage, ça a plusieurs effets, le nappage. Il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Le nappage abricot, hein, c'est un genre de confiture d'abricot filtré. Premier effet, ça protège. Donc quand vous nappez un produit, ça lui évite de sécher. Deuxième effet, ça fait briller. Et troisième effet, celui qu'on recherche aujourd'hui. Ça préserve le moelleux. Non. Ouais, mais là, ce qu'on veut, c'est que ça colle. Ah, que ça colle. Si vous mettez les copeaux sur le cake comme ça, ils ne tiendront pas, quoi. Ouais. Alors que là, c'est le nappage qui va les aider à tenir. Oui. Alors souvent, quand on a des surfaces non collantes et qu'on veut faire adhérer un décor, on utilise le nappage ou du glucose ou comme colle en fait. Voilà. On essaie de donner un peu de relief, que ça soit volumineux. Le volume, c'est toujours appétissant. Alors, en termes de pâtissier commerçant, on dit que c'est vendeur. Mais même pour vos convives à la maison, c'est appétissant le volume. Ben là, ça l'est, je te le confirme. C'est joli. Très Voilà. joli. Hop. Ensuite, tout petit peu de cacao en poudre. Et un petit peu de sucre glace spécial décor, neige décor. Voilà. Qui porte le nom de Codineige sur la boutique pour ceux qui seraient intéressés. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le transvaser avec une spatule. Voilà, on va pas faire mieux. les... Sur le plat de service. Et voilà. Donc, dis-moi, Stéphane, ce gâteau donc, va se conserver sans aucun problème tel quel au frigo. Ouais, au frigo, sans frigo. Hein. Donc, sans frigo également. Nous, par exemple, en boutique, on les présente en boutique quand on est ouvert. Et en attente de la vente ou le soir, s'ils n'ont pas été vendus, on les remet au frigo. C'est vrai qu'ils vont avoir tendance à moins sécher au frigo. Donc si par exemple vous l'avez préparé aujourd'hui, l'idéal c'est de le mettre au frigo comme ça. Demain matin, vous le sortez pour que à l'heure du goûter, par exemple à 16h, il soit tempéré. Un cake, ça ne se mange pas froid, ça se mange à température ambiante. Mais on conserve au frigo et on le sert à température ambiante. Voilà. Très bien. Voilà. Et si vous avez à le conserver, par exemple, vous avez entamé le cake, il n'est pas fini de manger, vous le mettez dans une boîte plastique avec couvercle, je ne citerai pas de marque. Et il faut qu'il soit protégé de l'air en fait pour sécher le moins possible. En boîte hermétique. Voilà, boîte hermétique. Super. Je vous montre le résultat à la caméra. Voilà, vue de dessus, vue du côté. Hop, voilà. Merci beaucoup Stéphane. Voilà, bon goûter, bon appétit. Alors avant de nous quitter, je rappelle que tu as sorti donc ce livre. Voilà, Tarte gâteau de voyage. Pâtisserie boulangère. Donc, voilà. Cette recette est issue de ce livre. Voilà, ce sont des gâteaux conçus pour sortir du four et d'aller directement à la table sans passer par la case frigo ou congélateur. Et d'où leur nom de voyage, facilement transportable. Transportable, c'est-à-dire que ça vous le prenez, vous le mettez dans la voiture, vous roulez 2 heures. Il lui arrivera rien, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de fruits, c'est pas périssable. D'accord, super.
Ben, merci Stéphane, je suis ravi de t'avoir accueilli. À bientôt. On se revoit très vite pour une nouvelle recette. Ok. À très bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous et puis à bientôt pour une prochaine recette. Au revoir. Merci, au revoir.